Un cessez-le-feu pour le 12 mai. Ah non, c'est des négociations le 15. Proposition européenne, contre-proposition russe. Ah, Trump vient de poster un truc. Ah, Trump a posté quelque chose de complètement contradictoire à ce qu'il avait posté avant. La séquence diplomatique que l'on est en train de vivre est intense, tout est très volatile et les infos que l'on publie sont très rapidement périmées. Mais je veux quand même enregistrer cette vidéo pour mettre en perspective 3 lignes de fond que j'identifie dans cette séquence. D'une part, c'est que Donald Trump est complètement perdu. Il est en désarroi après avoir vu les troupes chinoises parader sur la place rouge le 9 mai. D'autre part, c'est que les Européens continuent de se réveiller, ils montent en puissance, c'est inédit, mais ça ne suffit toujours pas, ils ne se sont toujours pas donné suffisamment de moyens pour assurer la sécurité sur leur propre continent, et ils viennent d'être minorés, torpillés, humiliés par Donald Trump. Et ça, c'est une considération qui s'étend aussi à Volodymyr Zelensky. Et troisièmement, la troisième ligne de fond, c'est que le maître des horloges, c'est Vladimir Poutine, au premier sens du terme, puisque c'est lui qui décide d'un non-cessez-le-feu le 12 mai, et de la tenue de négociations le 15 mai. Et c'est vraiment lui qui a la main sur cette séquence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour tenter de décrypter ensemble cette séquence potentiellement historique. Je dis potentiellement parce qu'il est aussi tout à fait possible que tout ça se termine en eau de boudin et que ce ne soit qu'un détail de cette guerre de longue durée. On est beaucoup de journalistes et d'experts à analyser, que ce soit dans les médias ou en ligne, ce qui est en train de se passer, donc merci beaucoup de me suivre. Je dois avouer que c'est extrêmement difficile avec les moyens dont je dispose de caler des sujets pour qu'ils aient une certaine validité dans le temps et une certaine pertinence. Et là par exemple, ça fait quelques jours que je vais enregistrer une vidéo sur Pokrovsk pour montrer que les Ukrainiens ont consolidé les défenses de la ville, mais ils n'ont pas pu empêcher que les Russes progressent sur les flancs et remontent en ce moment même sur l'agglomération de Konstantinivka. Bon voilà, c'est un petit teaser, on va voir si j'arrive à publier cette vidéo demain. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur cette séquence diplomatique puisque ce week-end, on a quand même eu 2 propositions. Une de la part des Européens avec 4 dirigeants plus Volodymyr Zelensky qui s'étaient retrouvés à Kiev le 10 mai et une contre-proposition de la part de Vladimir Poutine dans la nuit du 10 au 11 mai au travers d'une conférence de presse relativement bizarre, enfin un truc qu'il a convoqué à 1h30 du matin. Mais donc, les Européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont proposé un cessez-le-feu inconditionnel à partir du lundi 12 mai, qui était censé poser les bases d'un dialogue politique. Mais Vladimir Poutine, lui, il a tout simplement ignoré cette proposition, cet ultimatum, et il a au contraire proposé de relancer des négociations à Istanbul le 15 mai. Et ça, en bilatéral, directement avec les Ukrainiens. Et là, Donald Trump, qui avait soutenu la proposition européenne de cessez-le-feu inconditionnel juste quelques heures auparavant, il s'est tout de suite emballé sur les réseaux Truth Social pour soutenir cette idée de négociation à Istanbul, même sans cessez-le-feu préalable, et il a quasiment intimé l'ordre aux Ukrainiens de participer à cette réunion. Et ça, c'est la première ligne de fond. Donald Trump, il est complètement à la ramasse sur ce sujet. C'est non seulement un politicien girouette, ça on le savait depuis très longtemps, mais là, en l'occurrence, il est aussi très frustré que sa reprise de relations diplomatiques avec la Russie ne mène à rien. Il voulait faire un reset, ça j'en ai déjà parlé, Nicolas Sarkozy et Barack Obama avaient aussi essayé, ça n'avait pas marché. Il voulait faire ce qu'on peut appeler du Kissinger à l'envers, c'est-à-dire arracher la Russie de l'orbite chinoise, de la même manière que Kissinger et Nixon avaient arraché la Chine à l'orbite de l'URSS. Mais dès le début, c'était un pari ambitieux, et ce 9 mai, il n'a pu que constater que les troupes chinoises défilaient en grande pompe sur la place rouge, et que Vladimir Poutine et Xi Jinping s'affichaient copains comme cochons. Et donc ce que le message de Donald Trump sur Truth Social montre, c'est qu'il est frustré, mais il ne perd quand même pas l'espoir de retourner Vladimir Poutine, parce que lui, qui a une admiration folle pour l'URSS et pour la Russie depuis les années 1980, qui a été cultivé par les services soviétiques et russes, qui se promeut comme un grand négociateur, comme l'homme des deals, et qui en plus partage beaucoup de points de convergence idéologique avec Vladimir Poutine, il n'arrive tout simplement pas à conceptualiser qu'il n'arrive pas à arrimer la Russie à sa vision américaine. Et donc avec ce message, il a neutralisé la proposition des Européens, il les a torpillés, il les a humiliés, on pourrait même dire, et en passant, Donald Trump se renie aussi lui-même. J'ai compté, en 3 mois, il a menacé 4 fois Vladimir Poutine d'imposer des sanctions sur la Russie dans le cas où il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Et 4 fois, Vladimir Poutine a refusé un cessez-le-feu inconditionnel, et 4 fois, Donald Trump a passé l'éponge et n'a tout simplement rien fait. Et c'était d'ailleurs le pari des Européens, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, et c'est la deuxième ligne de fond que j'observe ici, c'est quand même l'engagement de plus en plus marqué des Européens. Puisque ce à quoi on a assisté à Kiev ce week-end, c'est une Pologne qui émerge sur la scène stratégique européenne, et on peut s'attendre à un engagement encore plus marqué après l'élection présidentielle de ce dimanche 18 mai. C'est une Allemagne qui se réveille à travers son nouveau chancelier, Friedrich Merz, qui est beaucoup plus clair et beaucoup moins frileux
qu'Olaf Scholz sur les questions de défense. On a aussi continué à assister au retour de la Grande-Bretagne après la traversée du désert du Brexit. Et on a vu à travers la présence d'Emmanuel Macron que la France confirme sa place de grande puissance continentale. Donc puissance moyenne à l'échelle mondiale, mais puissance majeure à l'échelle du continent européen. Ces 4 dirigeants réunis à Kiev, de concert avec Volodymyr Zelensky, ils sont allés un cran plus loin que ce qu'ils avaient fait jusqu'ici, puisque vous vous rappelez, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, on a assisté à beaucoup de réunions, que ce soit à Paris, à Londres, à Bruxelles ou encore ailleurs, et c'était des réunions qui visaient à préparer une force de maintien de la paix, une force de réassurance. Et cette force visait à faire respecter un accord politique, un accord de cessez-le-feu négocié par les Américains et les Russes. Et là, les Européens sont allés plus loin en formulant leurs propres propositions politiques pour la paix, en tout cas pour une paix, et ce qui est un développement majeur, mais ce n'est pas suffisant, puisque soit les Européens n'ont pas les reins assez solides pour s'imposer dans cette question, soit ils ne s'en donnent tout simplement pas les moyens. Là, ils ont encore une fois été minorés, torpillés, humiliés par Donald Trump, et de facto, leur proposition du 10 mai pour un cessez-le-feu le 12 mai, elle tombe à l'eau. Et donc peut-être que ça va encore une fois leur servir de leçon, leur servir de réveil. Ça, on va voir. Peut-être que la prochaine fois, ils se donneront plus de moyens pour faire imposer leur vision d'un plan de paix, sans attendre un feu vert des Américains. Ça, on verra. En tout cas, et c'est la 3e ligne de fond que j'identifie, c'est Vladimir Poutine qui ressort vainqueur de cette séquence, puisque c'est lui qui a la main. Vladimir Poutine profite des dissensions entre les Américains et les Européens, entre ceux qu'on appelait encore il y a peu des Occidentaux. Il profite du soutien chinois qui a été réaffirmé ce 9 mai. Il profite aussi de l'aura d'une parade à Moscou qui s'est bien déroulée, sans attaque de drones ukrainiennes. Vladimir Poutine, on peut imaginer qu'il est aussi déçu du manque de résultats de la reprise des relations diplomatiques avec les Américains, mais au lieu de l'exhiber sur les réseaux sociaux en lettres capitales, lui, il le fait tout simplement savoir en privilégiant un format bilatéral de négociation, donc sans les Américains. Vladimir Poutine refuse tout simplement la proposition de cesser le feu en l'ignorant, et c'est lui qui décide du lieu et de la date des négociations qui doivent se tenir. Alors pourquoi Istanbul? D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que la Turquie est une pièce fondamentale de ce jeu autour de la mer Noire, et Recep Tayyip Erdogan a dit et répété qu'il était prêt à accueillir les négociations. Ce qui doit rendre encore plus vert Alexander Loukachenko que ça ne se passe pas à Minsk, et d'ailleurs si on parle de tous ceux qui n'arrêtent pas de se faire humilier, le président bélarusse, il n'a visiblement pas fini d'avaler des couleuvres. Mais aussi, pourquoi Istanbul? C'est parce que en mars-avril 2022, il y a déjà eu des relations bilatérales ukrainien-russes, et la Russie avait proposé un plan qui équivalait à la capitulation de l'Ukraine, donc avec des réductions drastiques sur la taille de son armée, ou un contrôle politique sur les orientations étrangères de Kiev, et ces négociations n'avaient débouché pour rien, pour une multitude de raisons. Alors je sais que c'est très populaire de dire que c'est la faute de Boris Johnson qui aurait fait pression sur Volodymyr Zelensky pour continuer le combat, mais bon, regardez Boris Johnson, c'est quand même pas très sérieux de miser toute cette théorie sur ce personnage. En fait, c'est une combinaison de différents facteurs, effectivement des réassurances occidentales auprès de l'Ukraine, mais aussi le fait que pendant les négociations, les Ukrainiens ont commencé à désencercler Kiev et ils ont découvert l'étendue des massacres dans des villes comme Boutcha. Et ça a rendu les conditions russes encore plus inacceptables qu'elles n'étaient à la base, et ça a conforté le refus des Ukrainiens de ne pas capituler face à ce type de barbarie. Mais en tout cas, on comprend pourquoi Vladimir Poutine veut relancer ce format à Istanbul, sachant que de toute manière, le point de départ ne sera pas le même, puisque la situation sur le terrain a changé, et l'Ukraine est en bien meilleure position aujourd'hui qu'elle ne l'était en mars 2022. Elle a repris une bonne partie des régions de Kherson et de Kharkiv, elle a consolidé son armée et sa production industrielle de défense, et certes la Russie a progressé dans le Donbass, mais elle reste quand même très loin d'atteindre ses objectifs de 2022. Donc on est déjà le 12 mai, et on peut dire que le cessez-le-feu, il n'y en aura pas. Par contre, la perspective de négociation qui s'ouvrirait à Istanbul le 15 mai, c'est tout à fait probable. Et face à Vladimir Poutine, qui s'impose comme le maître des horloges, Volodymyr Zelensky a répondu du tac au tac en disant qu'il se rendra lui-même à Istanbul ce jeudi pour y attendre Vladimir Poutine en personne. Ce qui est audacieux, c'est une belle bravade et ça rentre totalement dans le style de Zelensky. Mais moi, je pense que c'est une erreur de communication. Une erreur qui a été motivée par le fait que Volodymyr Zelensky voulait envoyer un signal à Donald Trump qui lui avait quasiment intimé l'ordre de participer à cette réunion. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une erreur? Parce que d'une part, ça occulte complètement la question du cessez-le-feu qui devait arriver avant l'ouverture de négociations, et puis aussi parce qu'il est très clair que Vladimir Poutine ne
va pas se rendre à Istanbul ce jeudi. D'abord parce qu'il remet en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky en tant que président, et donc ça va encore lui donner une occasion de le rappeler, mais aussi tout simplement parce que les chefs d'État et de gouvernement, ils n'interviennent pas au début des négociations. Ce sont des conseillers, ce sont des ministres, ce sont des spécialistes qui mènent les négociations, et les dirigeants, ils interviennent à la toute fin pour régler des grandes questions politiques et pour procéder à des signatures. Et donc Volodymyr Zelensky, s'il va effectivement à Istanbul, il risque de se retrouver tout seul, et le Kremlin va faire exprès de lui envoyer des sous-fifres, de lui envoyer des fonctionnaires de deuxième, troisième, quatrième catégorie. Et bien sûr, ça va confirmer que Volodymyr Zelensky est ouvert aux négociations, mais en termes de communication, je ne pense pas que ça va bien passer. Alors que Vladimir Poutine, il sera dans son bunker du Kremlin, droit dans ses bottes, sûr du soutien de la Chine, parce que aussi la Chine est très sûre de l'ascendant qu'elle a sur la Russie, mais bon, ça c'est déjà encore une autre question. Et face au chaos trumpien, face à des Européens minorés et potentiellement face à un Volodymyr Zelensky rabaissé devant des négociateurs russes de second rang, Vladimir Poutine sera le maître des horloges, qui pourra se permettre de continuer à jouer la montre, parce qu'il joue pour l'histoire, avec un grand H. Et quelle que soit l'issue des négociations, même si on arrive à un cessez-le-feu, même si on arrive à un semblant de paix, les fondamentaux de son projet impérialiste n'ont pas changé. Et donc il peut même se permettre de prendre une pause maintenant et de repartir à l'assaut dans quelques années, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Il peut se permettre d'attendre que l'alliance entre les Américains et les Européens se délite encore un peu plus. Il peut se permettre d'attendre les élections françaises de 2027 pour que peut-être le résultat retire la France de l'échiquier de l'autonomie stratégique européenne, en fonction de qui arrivera au pouvoir. Mais en tout cas, dans l'instant présent, moi je suis persuadé que Vladimir Poutine ne sera pas à Istanbul ce jeudi, et si j'avais un conseil à donner à Volodymyr Zelensky, ça serait de ne pas s'y rendre. Mais bon, évidemment, comme toujours, la situation est extrêmement volatile. On continuera à suivre ça sur cette chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.